Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leur passion, talent, conviction et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, enregistré au Café du Simplon à Lausanne, j'ai le plaisir de discuter avec Nicolas Bidot, le directeur de Présence Suisse. Donc, Présence Suisse est une unité du département fédéral des affaires étrangères qui est en charge de la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger. Voilà pour l'introduction un peu formelle. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Instant Cactus. Merci. Comme je disais, j'ai présenté Présence Suisse peut-être de manière un petit peu formelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière un peu plus concrète ce que c'est et les axes d'activité ? Absolument. J'ai 1000 manières de me présenter en fonction du public. Alors, lorsque je suis devant des diplomates à l'étranger, qu'est-ce que vous faites ? Je dis que je fais de la diplomatie publique, du nation branding. C'est le mot un peu technique, mais celui-là, c'est peut-être celui qui me définit le mieux, en fait, enfin, qui définit le mieux les activités de mon équipe et moi. Nation branding, donc l'idée de brander un pays. Donc, c'est ce que je fais. Brander un pays, soigner sa marque, parce que comme une belle marque, une marque, ça vaut quelque chose, aussi bien en politique qu'en économie, bien sûr, sur les marchés étrangers. Et puis, parfois aussi, on doit créer quelque chose de nouveau. Si on a l'impression que notre marque, finalement, ne représente pas tout ce qu'est la Suisse aujourd'hui. Évidemment, tout ça à l'extérieur. Mon job, c'est l'extérieur. Je reviens de Dubaï, là, où on a un pavillon. On fait un très beau nation branding. Alors justement, vous parliez de marque. Alors si je parle de la Suisse à mes amis étrangers, la Suisse, c'est un peu Heidiland. C'est quoi, au-delà de Heidiland, justement, la Suisse, la marque suisse que vous avez envie de transmettre aujourd'hui ? C'est ces réflexes un peu clichés émotionnels de vos amis, mais qui sont très intéressants parce qu'ils nous renvoient quand même à l'essentiel de notre marque. Vous savez que dans n'importe quel domaine, si je vous dis voiture, vous allez peut-être penser à l'Allemagne et éventuellement au Japon. Si je vous dis nourriture, vous allez penser un petit peu à l'Italie et à la Suisse. Donc au fond, ce qui est très important, c'est justement ces premiers réflexes qu'on a, parce que ça veut dire que c'est l'essentiel de la marque, c'est l'ADN de la marque. Une marque se constitue la plupart du temps avec des émotions. Si on pense à la marque consommateur, donc grand public, donc la Suisse suscite beaucoup d'émotions. Émotions des yeux, c'est les paysages, Heidiland, ce que vous avez dit avant. Émotions des sens aussi, les yeux, mais aussi le palais, l'odorat, le goût. On est reconnu pour nos fromages, notre chocolat. Après, l'argent, vous la mettez où dans le cœur ou dans la tête, je sais pas, mais évidemment, les banques suisses suscitent aussi des émotions, parfois négatives, c'est une partie de mon travail, il faut que je corrige cette image. Donc, tous ces premiers réflexes, préjugés, clichés, etc., ils sont notre marque, et elle a une valeur énorme, donc moi je les soigne. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui n'est pas en préjugés automatiques dans la tête des gens, et c'est là où mon travail est peut-être le plus passionnant, comment est-ce que j'essaie de créer des nouvelles émotions par rapport aux forces de la Suisse qui ne sont pas encore connues. Par exemple ? Alors, par exemple, l'innovation en Suisse, toutes les personnes qui habitent en Suisse le savent. On a des écoles polytechniques très fortes, on est le pays le plus fort en termes de brevets par habitant. Ça veut dire qu'on innove, ça veut dire qu'on fait de la recherche et du développement. Mais ces préjugés dont vous parliez avant cachent finalement ce qu'on fait dans l'innovation. Et aussi pour la simple et bonne raison que notre marché est petit. Donc souvent notre innovation finit dans une montre, non pas dans une montre pour le coup, finit dans une voiture allemande, dans un téléphone américain. Il y a justement les montres où on maîtrise la chaîne de A à Z, mais les montres sont déjà effectivement connues. Donc comment est-ce que je fais connaître l'innovation ? Eh bien en cherchant des petites startups qui notamment avec la révolution digitale sont de plus en plus présentes pour montrer une autre facette de la Suisse, celle de l'innovation. J'aimerais qu'on se dise ouais, la Suisse, c'est un pays super innovant. Je peux m'y installer, je peux trouver du boulot, je peux trouver des produits made in Switzerland qui ne sont pas ceux du siècle d'avant. Parce que ce dont on parlait avant, c'est le siècle d'avant. Et aujourd'hui, on a la capacité en Suisse d'être attractif sur ce créneau-là ? Oui. Alors, on est tout à fait... Mais on ne sait pas le faire. Alors ça, c'est un de mes grands... À la fois, ça me fait plaisir parce que ça me donne du boulot, je le sais. C'est ce que je veux dire par là. On ne sait pas se vendre. En tout cas... On n'est pas américain, on n'est pas français. Alors, tout le monde vous dirait tant mieux, on est modeste. Mais, effectivement, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. La compétition est trop difficile, donc il faut se vendre davantage. Donc chaque fois que je vais chercher des entreprises qui ont des produits innovants qu'on connaît pas, ils sont pas très fortes dans la vente. Donc j'aime bien les accompagner. Un exemple parmi d'autres, les drones. Personne sait que la Suisse construit des drones et on est vraiment dans certains secteurs, on est vraiment à la pointe.
Donc, je suis allé chercher tous les constructeurs ou tout l'écosystème de drones en Suisse pour, avec eux, faire le VRP à l'étranger, montrer cette Suisse, nation des drones. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Notre nouvelle voie, là, c'est l'espace. La Suisse est une grande nation dans le domaine de l'espace. Donc, on va chercher les constructeurs de satellites, ceux qui vont révolutionner, qui vont trouver le boulon génial dans un truc d'Elon Musk pour montrer ça. Vous étiez notamment, je crois, au CES Vegas pour la première fois de 2019. Ouais. En faisant mes petites recherches, je me suis dit que c'était presque tardif. Mais pourquoi 2019 et pas avant ? Alors, c'est peut-être ce que ça m'a pris pour me rendre compte qu'en fait, ça allait pas de soi que la Suisse se vende. Ça allait pas de soi pour les autres, du coup, pour ça allait pas de soi, mais pour les nôtres aussi. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait un gap entre notre capacité d'innovation et cette nécessité de lire. J'ai pris du temps tout d'abord à comprendre quel était l'écosystème de l'innovation, aussi bien public que privé. J'ai pris du temps pour repérer les secteurs où on avait vraiment une unique selling proposition, un secteur unique où on est le plus fort que les autres. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous devez réfléchir à la plateforme. Quelle est la plateforme qui va permettre peut-être de changer le narratif par rapport à cette suite de l'innovation. Et le CES à Vegas, le Consumer Electronics Show, qui est la plateforme en janvier, la grand-messe technologique, qui lance toute une saison de techno où les grosses tendances sortent, pas seulement les Américaines, celles du monde entier. Les Japonais sont en force, par exemple, les Coréens aussi, les Israéliens aussi. Israël, qui est une nation qui m'a beaucoup inspiré. Israël a depuis 6 ans un slogan qui s'appelle Israël Startup Nation. Et ils ont une capacité. L'Israël aujourd'hui, c'est évidemment tout ce qu'on sait sur le conflit, sur la région, mais c'est aussi un pays dont on connaît la force d'innovation. Et ils sont pas meilleurs que nous. Non, mais c'est vrai que c'est un gros vivier de start-up et ils ont aussi les infrastructures. Et vous le savez, je vous dis ça, vous le savez. Oui. Et nous, c'est pareil. Ouais. Seulement, on n'a pas constitué cette espèce de communauté qui est prête à vendre la marque Switzerland is Innovation. Donc voilà, le CES c'était 2019, ça m'a pris, j'ai commencé ce job en 12, ça m'a pris 7 ans pour comprendre l'écosystème, convaincre tous les acteurs de la nécessité de communiquer ensemble, et puis le 2019 c'est le petit bébé quoi, on commence, et là c'est là qu'on a lancé notre campagne sur les drones par ailleurs. Et quand vous disiez campagne, donc c'est quoi ? Il y a un slogan, il y a un peu des valeurs, une mission ? Exactement, donc ça c'est la campagne innovation, elle s'appelle Swiss Tech. Alors si vous étiez française, ou si vous apparteniez à l'écosystème innovation français, vous direz vous en avez copié parce que les Français sont partis forts avec la French Tech. Effectivement. Mais on s'est dit, mais il n'y a pas de raison en fait. Et donc on a développé cette campagne Swiss Tech qui est constituée de tous les acteurs de l'écosystème. On a développé un brand, on a un website pour ceux qui sont intéressés, c'est Swiss Tech, et vous verrez l'ensemble de ce qu'on fait là-dessus. Et voilà, ça c'est une campagne. Une campagne, c'est effectivement, évidemment c'est un objectif, c'est des messages, c'est un branding, et c'est surtout ceux qui veulent apprendre dans votre podcast comment faire des campagnes, c'est répéter la même chose partout et faire répéter la même chose aux autres. Effectivement. En 2022, on va retrouver du coup le CES à Vegas en présentiel. Je crois que l'année dernière, c'était à distance, ça s'est passé. Comment est-ce que vous choisissez les startups qui vous accompagnent ? Alors, on travaille avec nos amis de l'aide à l'exportation qui s'appelle Switzerland Global Enterprise. Et donc, en fait, on a 2 façons de travailler. Nous, à Présence Suisse, si on prend un pavillon, imaginons qu'un pavillon est constitué, je dirais, d'une 50aine de startups. Nous, on va prendre la moitié en fonction du wow effect d'une start-up. Donc, je vais choisir une start-up dont je sais qu'elle est unique en son genre et dont je sais qu'au CES, ça pourrait faire le petit buzz. Donc, j'avais fait ça il y a 2 ans, le dernier présentiel avec le Roboclette. Donc, j'ai vu ça. Donc je mettrai la référence parce que j'ai trouvé ça drôle. Alors, le Roboclette, c'est un peu une blague parce qu'évidemment, qu'on va pas vendre des robots qui font de la raclette. Mais on vend dans le cliché tout en s'en sortant. Et ça montrait une technologie avec des robots de la dernière génération qui sont faciles à programmer, qui peuvent faire tout et n'importe quoi, et aussi racler la raclette. Donc ça, c'était un exemple. L'autre moitié des startups, c'est tout simplement des startups qui ont envie de profiter, en payant leur place, qui ont envie de profiter de cette valeur ajoutée du gouvernement suisse qui présente ces startups. Donc voilà, c'est du 50-50, wow effect, et puis du business comme toujours dans les salons technologiques en fait. Au-delà de l'innovation, de manière peut-être plus générale sur la promotion de l'image de la Suisse, comment est-ce que vous abordez la complexité de promouvoir cette Suisse qui a tant de diversité, que ce soit linguistique, culturelle ? C'est difficile d'avoir une seule image de la Suisse ? Alors, non, parce que c'est vrai qu'on est différent lorsqu'il s'agit de s'exprimer ou nos références culturelles, effectivement, avec ces quatre univers culturels. À la fin, il y a beaucoup plus de choses qui nous lient
qui nous différencie. Ce qui nous lie, je dirais, c'est tout d'abord un attachement à un système politique, cette démocratie directe. Il n'y a rien d'autre qu'un équilibre entre l'autorité et le peuple, et ça c'est unique, et on le partage de Coire à Lugano en partant par Chafouz, et ici au Café du Simplon. Et ça c'est une chose qui nous lie. Ce qui nous lie aussi, finalement, c'est une relation émotionnelle, presque religieuse à l'activité économique. Et ça, alors, on ne peut pas faire un cours ici, etc., mais ça nous vient finalement tout d'abord de notre position géographique, où on subit ce lieu de passage qu'est la Suisse et on n'en profite pas, ou alors on décide de prendre notre destin en main, de contrôler ce passage et de s'étendre sur les marchés extérieurs. Donc l'éducation, l'économie, ce sont des valeurs qui sont proches, qui sont transmises par la famille, par l'école à tous les Suisses. Donc on se ressemble beaucoup. Après, cette diversité dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi pour nous... Je le dis sans contour, c'est une façon de vendre ce pays, parce que la globalisation nous a fait croire qu'on allait pouvoir être tous semblables. Et en fait, non, on se rend bien compte aujourd'hui, notamment sur le plan politique, que les racines, que l'identité locale est très importante. Donc on a su nous préserver, je dirais, une nation qui est globalisée de par ses activités économiques, tout en respectant ses racines. Donc voilà, c'est pas un obstacle, loin de là. Après, je vous cache pas, pour ceux qui nous écoutent, que moi, ma carrière, si je parle pas parfaitement allemand et français, anglais et italien, il faut une compréhension passive, je peux pas faire mon job. Donc il y a quand même un prix à payer. Et justement, vous êtes à la tête de Présence Suisse depuis quasiment 10 ans, ouais, c'est ça. Plus ou moins. Ouais. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? C'est quoi votre parcours ? Alors, j'ai un parcours en fait assez cohérent aujourd'hui, après 52 ans de vie. Donc, tout d'abord, moi, je suis né dans un univers... je suis né en pleine guerre froide. C'est-à-dire que je suis né en Tchécoslovaquie. Ma mère, qui était une artiste intellectuelle, a rencontré mon père, qui lui aussi est un artiste, sur les planches au théâtre. Ils se sont connus, histoire d'amour. Je suis né de cette histoire d'amour. Comme la vie en Tchécoslovaquie était trop difficile à cause du régime communiste, ma mère a émigré, donc j'étais en plein dans ce moment de diplomatie européenne. Ensuite, mes parents sont des artistes, donc j'ai ma carrière professionnelle, si on veut, elle ressemble à ça. Après mes études, je rentre en diplomatie. Il faut passer un concours en Suisse, donc je reviens à cette. Je me rappelle avoir écrit dans ma lettre de motivation, je suis un enfant de la guerre froide. C'était déjà dramatique, mais c'était vrai. Ça m'a formé la tête, en fait, à propos des relations internationales. Et puis après, j'ai travaillé en diplomatie, j'ai été, dans le cadre de mes activités, j'ai été le conseiller diplomatique du président de la Confédération en 2003, Pascal Couchepin, qui ensuite m'a proposé j'ai postulé bien évidemment, mais suite à son contact, j'ai travaillé pour lui, chez lui, pour faire du cinéma, c'est-à-dire je m'occupais des politiques publiques dans le domaine du cinéma. Donc et là-dedans, j'ai voulu un petit peu révolutionner. Il n'y avait pas que le cinéma d'auteur pour moi, il y avait aussi un cinéma populaire qui devait plaire au public, ce qui m'a amené à apprendre en fait la communication, parce que j'ai eu tellement d'obstacles et d'aventures dans le cadre de mes activités que je maîtrisais parfaitement le paysage médiatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça m'a amené à devenir ce VRP de la Suisse et faire du nation branding pour la Suisse. Vous devez au fond maîtriser tout ce que je viens de vous dire. Vous devez maîtriser bien évidemment la communication, vous devez maîtriser la diplomatie parce que vous faites ça à l'étranger, et vous devez avoir le sens du spectacle. Et comme j'ai beaucoup travaillé avec mes parents, c'était un peu le cirque Knie chez nous. J'étais en coulisses, c'était jamais moi sur la scène, mais j'ai été en régie en quelque sorte, donc j'ai pas du tout peur de la scène. Je sais parfaitement comment fonctionne une scène. Le mécanisme. Donc j'ai fait prendre beaucoup de risques à mes équipes parce que je savais que dans ce domaine-là, la société du spectacle, il faut savoir prendre des risques, et ça paye pas mal en fait aujourd'hui. Et en 10 ans, le monde a beaucoup évolué, la Suisse aussi, évidemment. Si vous penchez sur ces 10 dernières années, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce que vous retenez ? Ce que je retiens, c'est que ce pays est en train... je dirais, déjà, ce pays va bien. Je veux dire, ce dont je vous parlais avant, l'équilibre entre la politique, le sens de l'économie, le sens de l'éducation, c'est toujours une formule qui tient, et qui tient d'autant plus la route que l'Europe s'essouffle un petit peu sur ces domaines-là. Donc la Suisse va bien, peut-être un peu mieux que les autres, et il faut continuer à investir sur nos têtes parce que c'est là qu'on fait la différence. Donc sur le savoir. Après, ce que je me rends compte aussi, c'est que la Suisse se rend compte qu'elle est aussi sous pression.
sous pression au niveau politique en Europe, sous pression aussi dans un monde qui est de plus en plus compétitif, qui dans le domaine digital nous met sous pression par rapport à des adaptations qui sont nécessaires. Et je me rends compte que la Suisse, et tant mieux pour moi, se rend compte qu'elle doit être plus forte, qu'elle doit parler plus fort, qu'elle doit s'américaniser un petit peu dans sa façon de travailler. Et ça, c'est très agréable pour moi, parce que ce que je pouvais proposer, qui était considéré comme totalement à côté de la plaque il y a 10 ans, aujourd'hui, ça commence à être écouté. Donc voilà, c'est ça, je sens une Suisse toujours aussi forte, qui a des défis de compétition et qui doit apprendre à parler plus fort. Et donc ça, c'est pas toujours rassurant pour les prochaines générations, cela dit, hein. Mais pour moi, c'est un bon moment. On a davantage besoin de la communication. C'est plus considéré comme un truc à la fin ou. C'est plus un nice to have. Voilà, exact. C'est plus un nice to have, correct. Reprendre les Américains. Et justement, sur les activités de présence suisse en tant que telles, les plus gros défis peut-être que vous avez relevés, ce qui a été le plus challengeant. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est les trucs qui ont le mieux réussi, parce que si je vous dis, avec 15 millions de budget à Dubaï, faire à des pavillons qui ont le plus de succès aujourd'hui par rapport aux Français qui sont à 70 millions, ça serait facile, je pourrais vous dire ça. Mais ça, c'est mon job. Le plus compliqué, ça a été, et cela va vous intéresser, ça a été la révolution digitale au sein de la communication. Je suis arrivé en 2012, voilà, les médias sociaux existaient très très peu chez nous, et existaient surtout pas dans le monde politique. Et donc, je suis arrivé en racontant à mes chefs et à mes collègues diplomates partout dans le monde, écoutez, les médias sociaux, c'est une plateforme, ça va devenir, c'est déjà une plateforme de la diplomatie en ce qui concerne les pays américanisés, on va dire, ça va devenir une plateforme pour tout le monde. Donc, il faut faire vos petits dîners sympathiques dans la résidence de l'ambassade, je sais pas où dans le monde, mais en parallèle à ça, il faut développer une autre plateforme, c'est celle des médias sociaux. Et ça m'a pris un temps, mais vous imaginez même pas, j'ai pensé qu'au début, ça allait être simple comme discours. J'ai eu des réactions tout d'abord politiques en Suisse, de mes chefs, qui me disaient, moi, j'ai jamais fait campagne pour être élu, etc. J'ai jamais fait campagne sur le digital pour être élu, ça me sert à rien, c'est superficiel. Bon, ok, bah non, mais pas forcément. Vous savez, regardez, il y a plein d'hommes et de femmes politiques qui font ça. Puis après, alors, les collègues à l'étranger, c'était vraiment vulgaire pour eux de s'exprimer en 4 phrases avec une photo, c'est puéril, c'est primaire, etc. Aujourd'hui, ils sont tous et bien contents de l'être. Ouais. Donc ça, c'était le challenge le plus important des 10 dernières années. Ouais, clairement. Okay. On parlait tout à l'heure d'écosystème, et ça m'intéressait. J'imagine que Présence Suisse, c'est, comme vous le disiez, tout un écosystème de partenaires, que ce soit dans le tourisme, dans l'économie, l'innovation, la recherche, peut-être pour citer que. Votre rôle, du coup, comment ça se passe ? Vous travaillez avec des instances comme InnoSuisse, Suisse Tourisme, Suisse Next et j'en passe, ou comment ça se... Alors, c'est une très bonne question. Souvent, on nous demande... Bon, ça m'arrive encore d'avoir des questions de s'il vous servez à quoi, ça va très bien. Alors... Non, c'était pas le sens de ma question. Mais c'était une très bonne question. Alors, on se fixe... Je propose au Conseil fédéral, je dois, selon la loi, parce que j'ai une loi qui organise le travail de Présence Suisse, et tous les 4 ans, je dois présenter une nouvelle stratégie avalisée par le Conseil fédéral. Et par mon conseiller fédéral, Ignacio Cassis, évidemment. Donc, cette année, et c'est un bon exemple, jusqu'en 24, on a 5 priorités. L'innovation, la question européenne, la question bancaire, la question de la promotion économique, mais dans le cas de Covid, et la question de la durabilité. Donc 5 thèmes qui, selon nous, doivent être soit soignés, parce qu'ils ont un potentiel, qu'il y a un vrai potentiel en communication. En fait, ces 5 thèmes sont nécessaires parce qu'on peut davantage atteindre nos objectifs en utilisant la communication. Voilà comment je travaille. Donc il y a des domaines dans lesquels, évidemment, on doit travailler avec les autres. Prenons l'innovation, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez mentionné InnoSuisse. Oui, InnoSuisse fait partie de notre board. Et InnoSuisse, nous savons qu'avec InnoSuisse, avec leur contenu, en les communiquant, mieux qu'ils ne font eux-mêmes, et ils le reconnaissent, InnoSuisse sera plus forte. Donc en fait, on est une valeur ajoutée la plupart du temps pour des contenus qui ne sont pas les nôtres. Et les domaines dans lesquels on est inactif parce que les collègues sont meilleurs, c'est par exemple le tourisme, pas inactif. Le tourisme, c'est un bon exemple. Le tourisme n'a pas besoin de nous pour faire leur com, ils sont forts. Lorsque nous sommes forts, par exemple Dubaï, alors ils viennent sur nos propres plateformes. Donc ça, c'est le seul domaine, je dirais, où on a vraiment des marketeurs, comme on dit de l'autre côté. Par contre, prenons l'exemple des banques. C'est le conseiller fédéral Uli Morel lui-même qui est venu nous voir pour nous dire, écoute, moi j'aimerais bien raconter la nouvelle histoire de la place financière suisse, celle du développement durable, celle de la green finance, celle des cryptos, celle des fintech. Et donc là,
c'est une nouvelle histoire qu'on va raconter. Donc en fait, chaque fois qu'il y a un potentiel communication en négatif vers le positif ou encore plus positif parce qu'inconnu, on vient nous chercher. Moi, je suis au service des autres en fonction des besoins de la Suisse à un moment donné. Okay. Et juste par curiosité, parce qu'on m'a posé la question avant de venir, par exemple la publicité qui réunissait Federer et De Niro de Swiss Tourisme, vous avez une influence là-dessus? Alors là, on a une discussion avec Swiss Tourisme qui nous, sur les gros, parce qu'on se connaît maintenant évidemment très bien, on s'apprécie aussi, on n'a pas les mêmes façons de penser, pas les mêmes objectifs. Et alors là, il y a eu une discussion, qu'est-ce que tu penses, c'est bon pour les marchés, etc. Mais ça se co-construit quand même. Ça se co-construit, oui, bien sûr. Là, par exemple, c'est intéressant, on va dans 2 semaines avec Swiss Tourisme, on va inaugurer une grosse opération, une première pour nous. On va travailler avec le BHV, le bazar de l'hôtel de ville. Donc, pour ceux qui connaissent pas Paris, c'est un des gros supermarchés plutôt haut de gamme dans Paris. Et donc, on allait les chercher, nous, Présence Suisse, parce qu'on pensait que ce serait très intéressant de faire Noël en Suisse avec eux. Donc, en fait, le BHV va être suisse pendant 6 semaines, donc maintenant, dans 2 semaines, jusqu'à la fin du mois de décembre. On fait ça avec Swiss Tourisme, qui était ravi de notre idée. Comment est-ce que vous arrivez à toucher ceux à Paris qui vont aller faire à la fois des voyages en Suisse, acheter du fromage, etc., etc. Donc ça, c'est des opérations qu'on fait, qui sont pensées complètement du côté de Présence Suisse. Donc ça vient un peu dans les 2 sens, les initiatives. Ouais. Et dans quelle mesure vous travaillez justement avec des personnalités, alors je pense à Federer, c'est le plus évident, mais des personnalités comme ça qui véhiculent l'image de la Suisse à l'étranger, c'est des personnalités avec qui vous travaillez régulièrement? Oui, il faut les trouver, parce que alors là, vous dites Federer, puis je vous mets au défi maintenant, ma chère, de trouver, allez-y, trouver une autre personnalité avec qui vous travailleriez si le budget n'a pas de limite. À part les sportifs, j'ai anciennement Martin Hingis, et puis peut-être Wawrinka, et puis qui d'autre, effectivement, on est d'accord. Et alors j'en ai quand même 2-3, donc, mais oui, c'est une très bonne question. Oui, comme tout bon brander, on cherche les ambassadeurs adéquats. Et là, je peux vous parler de Bertrand Piccard, avec qui on travaille, qui est pas toujours aussi apprécié des Suisses qu'à l'étranger. À l'étranger, c'est une star. Et c'est quand même l'homme qui a amené avec son projet Solar Impulse, avec Bertrand Borchberg, mais Bertrand, évidemment, il a un background qui est un peu plus long. Ce Bertrand-là, qui a amené la réflexion sur la question du développement durable dans une approche, évidemment, économique. C'est un verre libéral avant l'heure. Et si on écoute à l'heure actuelle ce qui se discute à la COP à Glasgow, on est dans des propos qu'il avait mis en avant depuis extrêmement longtemps. Donc ça, c'est un ambassadeur avec qui est devenu un ami et qui travaille avec nous lorsqu'on en a besoin. Tous les prix Nobel, et notamment ceux qui dernièrement ont gagné. Donc évidemment, des prix Nobel qui vous parlent des exoplanètes qu'ils ont trouvées à Major. C'est vraiment, ça, c'est les gens avec qui on travaille. Donc, on essaie de trouver, en fait, en fonction de ce que je vous disais précédemment, ces différentes priorités, l'innovation, le banking aussi, le développement durable. On essaie de trouver, évidemment, des personnes qui sont des porte-paroles et qui, si possible, ont une présence digitale. Si on prend, par exemple, Major, le prix Nobel Exoplanète, sur le digital, il vaut rien. Donc, ça, vous devez trouver la plateforme. C'est pas facile. Donc, oui, on essaye. C'est pas facile parce qu'on n'est pas un pays, comme je le disais, on n'est pas un pays où les gens ont l'habitude, comme à l'américaine, d'être des porte-paroles innés d'une cause. Donc il faut ça m'est arrivé souvent de modeler aussi les femmes, de rendre attentifs ces stars, en tout cas ces personnalités incroyables en Suisse à leur potentiel. Ça, c'est très intéressant. Un Bertrand Piccard, c'est pas besoin. Oui, je pense que c'est relativement inné, mais il y en a d'autres plus jeunes aussi qui n'ont pas forcément la notion. On cherche des influenceurs aussi, c'est vrai qu'il y a des gens intéressants. C'est pas inintéressant, je me faisais cette réflexion dernièrement de travailler avec des stand-uppers, femmes et hommes, qui ont des idées politiques, qui ont des choses à dire. Donc ça aussi, ça peut être... Alors après, ça dépend un peu, on a beaucoup de mots écosystème dans notre discussion, mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Ouais. Il y a certains écosystèmes où vous avez la personne qui est pas très connue du grand public, mais qui est juste par rapport à ce que vous voulez atteindre. Question de curiosité, donc il y a des activités médiatisées, comme on l'a dit, le CES à Vegas ou le pavillon à Dubaï pendant l'Expo universelle. C'est peut-être que la pointe de l'iceberg. Il y a peut-être aussi pas mal d'autres activités qu'on voit un petit peu moins ou qu'on distingue plus sur le long terme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, une des activités qui est vraiment pas vue et connue de Présence Suisse, c'est les délégations de personnes étrangères qui viennent en Suisse. C'est une bonne partie de nos activités. On en fait 50 par année. Et au fond, vous savez, Banque de la Suisse, je pense qu'on le fait pas mal à l'étranger. Elle se vend bien aussi à travers ses produits, mais
toucher la Suisse, être en Suisse, rencontrer un conseiller fédéral, rencontrer un banquier, rencontrer un chocolatier, etc., c'est ce qui, évidemment, a le plus d'impact. Donc, on fait une 50aine de voyages et en fonction des intérêts, on va voir un conseiller fédéral, on va voir l'écosystème des startups, on va voir évidemment un peu de tourisme. Et ça se voit pas, mais ça a un impact auprès des décideurs qui est vraiment, vraiment important. Et c'est vrai que nous, avec mon team, on a beaucoup d'activités sur lesquelles on s'exporte, on s'expatrie en quelque sorte. Par exemple, là, à Dubaï, au moment où on parle, c'est quand même, de mon équipe, il y a une dizaine de personnes là-bas, c'est beaucoup, sur 40, avec évidemment plein de collègues temporaires, mais on s'exporte et là, comme vous l'avez dit justement, c'est la pointe de l'iceberg. Ensuite, il y a tout ce qu'on fait avec nos ambassades, partout dans le monde, en fonction de leurs intérêts propres, pas forcément des choses publiques, organiser le bon repas, la bonne thématique, avec les bonnes personnes, de manière sexy, appealing, émotionnelle, ça on le fait beaucoup. Parfois sur des thèmes qui sont parfaitement secrets, qu'on connaît pas. Alors, c'est pas secret que Biden a rencontré Poutine, mais là, par exemple, on était derrière, on a travaillé les 900 journalistes qui étaient là. Donc, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont de l'huile dans la machine, de networking et de communication qu'on fait. C'est par ailleurs passionnant, parce que c'est souvent plus intime et plus, je dirais, ciblé, ce qui est toujours intéressant. Vous avez un peu le don d'ubiquité, du coup vous êtes partout. Un jour à Dubaï, après à Vegas. Oui, là, ça c'est vrai. Et donc la pandémie, c'est une tragédie pour tout le monde, surtout ceux qui en ont laissé la vie. Mais alors c'est vrai que moi, ça m'a permis de respirer un tout petit peu. Ouais. Mais en même temps, parce que là ça repart, effectivement, vous l'avez dit, Dubaï, Vegas, Paris. Mais en même temps, je vois aussi à quel point l'avenir continuera à être présentiel. Parce que vous ne pourrez jamais remplacer ces moments de contact où finalement le contact crée quelque chose qui était parfaitement imprévisible. Ça restera comme ça. L'homme est social. Sinon, la civilisation, si elle n'est pas sociale, elle est vouée à disparaître. Mais ce que j'aime aussi dans cette post-pandémie, en partie pour certaines activités, c'est que la qualité d'un événement, la réflexion sur les bonnes personnes à inviter, par exemple, donc peut-être sacrifier la quantité pour la qualité, c'est très très intéressant et c'est très sain en fait, je pense, pour mes activités. Donc voilà, c'est quand même une chose qu'on va retenir. Après, on est champion du monde du streaming, etc., etc. Ça, c'est logique. On était de toute façon voué à l'être. Donc, voilà. Le mot de la fin. Si vous deviez vous rappeler d'un moment dans votre vie où vous vous êtes dit « Ah, ça a été un déclic, c'est Instant Cactus, c'est le moment qui pique ». Un moment de changement, d'initiative, Quel était-il ? Un moment tilt dans ma vie, alors je dirais en montagne. Une de mes passions, c'est l'alpinisme. Et j'étais souvent animé par, on était un ou deux, et puis l'exploit, arriver le premier, machin truc. Un jour, mamie m'a demandé de la guider, on est parti, et puis j'étais dans un autre modus. Encore dans ce modus, je vais arriver le premier. J'ai fait une erreur, elle a glissé dans une crevasse, j'ai juste réussi à la choper avec ma corde, c'est bien fini. Et depuis ce jour-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on est beaucoup plus fort lorsqu'on arrive en équipe au sommet. Et que moi, au fait, ma satisfaction, c'est de faire arriver une équipe, faire arriver les autres que me faire arriver moi-même. Et à partir de là, j'étais plus fort. J'étais plus fort dans mes équipes, dans mon travail, par rapport à Présence Suisse, qui est en fait un guide en communication pour les autres et pas pour lui-même. Ça, c'était le moment qui pique. Super, on terminera là-dessus. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.